Texte en cours. Texte en cours. Les bulles sonores de Texte en cours. 40 minutes d'enregistrement pour faire connaissance avec des paroles inédites et des écritures d'aujourd'hui. 5 bulles sonores pour 5 textes et qui les a écrits. L'extrait d'une pièce, un portrait, une discussion avec un auteur, une autrice, une traductrice. À l'origine de ces podcasts préparés avec tendresse, une pandémie, un second confinement qui ne nous empêche pas de vous faire entendre la sélection de Texte en cours 2020. L'esprit du festival reste le même. Des écritures émergentes, des cultures francophones, des extraits d'œuvres encore en cours. Le regard de jeunes artistes, leur façon de prendre la parole, de s'inscrire dans le monde comme il va. Bienvenue dans les bulles sonores. Texte en cours, les bulles sonores. Aujourd'hui, seconde bulle du festival Texte en cours 2020. On est avec un auteur haïtien. On est en Haïti, à Port-au-Prince, dans le quartier de la Saline. Une histoire de famille, un peuple qui saigne et se révolte. C'est Crier dans le désert d'Erikson Jeudi. Alors elle répète, nous mourrons tous. Et elle appelle le bon Dieu. Mais c'est inutile, parce qu'il y a si tellement beaucoup de pauvres créatures qui aiment le bon Dieu de tout leur courage, que ça fait un grand bruit ennuyant, et le bon Dieu l'entend, et il crie. Qu'elle est foutre tout ce bruit, et il se bouche les oreilles. C'est la vérité, et l'homme est abandonné. Jacques Roumain, gouverneur de la Rosée. C'était la citation d'Erikson Jeudi. En voici maintenant son portrait. Je m'appelle Erikson Jeudi, je suis haïtien, je suis philosophe, créateur artistique et littéraire. Je suis à la fois dans la recherche et la création. D'ailleurs, je mène un projet qui se trouve sur ces deux terrains-là. C'est Contes et Mémoires, c'est un projet qui s'inscrit dans une pédagogie de la trace. Et je m'intéresse à certaines thématiques comme la mémoire, comme l'histoire, etc. Et comment je travaille. Donc, je mène mes projets et je mène mes recherches. Et à partir de ces recherches-là, je produis des travaux artistiques ou des œuvres littéraires. Je suis surtout connu en tant que poète et dramaturge et metteur en scène. Donc voilà, et j'évolue et au sein d'un atelier d'écriture que j'ai fondé avec quelques amis, c'est Plume, Podium des littéraires unis pour un mouvement d'écriture. Donc c'est moi, Erikson Jeudi, auteur de Crier dans le désert. Extrait de Crier dans le désert, le récit du retour au pays de Samson, après le décès de sa mère. Crier dans le désert, ce sont les événements sanglants qui ont eu lieu à la Saline, quartier oublié de Port-au-Prince, oublié du pouvoir en place, oublié des médias. C'est un texte sur le lien immuable avec ses propres racines, avec ce qui nous construit et l'injustice dans laquelle on grandit. Dans la mémoire de toutes les personnes massacrées du monde, spécialement celles de la Saline, Port-au-Prince, Haïti. Une pièce presque vide, une croix noire plantée dans une gerbe au milieu de la pièce. 3 bougies allumées autour de la croix, une à gauche, une à droite et une devant. Une petite table couverte d'un tissu blanc en face de la croix, collée au mur, en bas d'une fenêtre. Sur la petite table, une gerbe et 2 gobelets émaillés blancs. Au fond de la salle, une porte. Une photo de la mère encadrée à côté de la porte. Donnie et Samson entrent. Alors c'est là? Où tu veux que ce soit? Donc c'est vraiment là? Ouais. Comment c'est arrivé? Tu n'arrêteras jamais de poser la même question. Alors c'est vraiment comme ça que c'est arrivé? Ouais. Il se dirige vers la photo accrochée au mur. C'est la dernière qu'elle a prise.
La dernière. Elle a parlé? C'est-à-dire? Est-ce qu'elle a dit un dernier mot? Un conseil? Une mise en garde, un secret ou n'importe quoi? Que voudrais-tu qu'elle dise? Je sais pas, n'importe quoi, comme dans les films. On n'est pas dans un film, Samson. N'empêche. Non. Elle n'a pas eu le temps. Alors ça s'est passé comme tu me l'as dit. Ouais. Et toi? Et moi quoi? Tu lui as dit un dernier mot? Je lui ai dit de tenir bon. Tiens bon, ou de ne pas me laisser seule. Je m'en souviens plus. Tiens bon. Ne me quitte pas. Elle a alors répondu? Elle n'a pas eu le temps. Peut-être que tu lui as pas parlé assez fort. C'était pas son genre d'ignorer les autres. Si tu lui parlais assez fort, elle aurait peut-être dit quelque chose. J'ai parlé très fort. J'ai même crié. Elle n'a pas eu le temps, c'est tout. Même pour répondre. Pas même un geste de la tête. Même pas. Pas des yeux. Non plus. Elle n'a pas eu le temps. Elle a pas eu le temps. Il décroche la photo du mur et la place devant la croix. Tu n'as pas eu le temps. Tu veux un peu de café? S'il te plaît. Ouais, toujours. Une chaise aussi. Je veux peut-être y passer la journée. Entendu. Elle sort. Samson, debout devant la croix, regarde la photo. Maman, j'ai peur. Pourquoi suis-je venu t'emmerder avec mes troubles? C'est pas ce qui était convenu, maman, je sais. J'étais censé venir te rendre hommage, parler de tes bontés, pas me plaindre. J'avais promis de te laisser reposer en paix. Mais tu n'aurais pas dû accepter les couronnes de fleurs que nous t'avons offertes. Elles ont fait de toi une reine. Tu sais bien qu'il n'y a pas de repos pour les reines. Alors maman, je viens t'emmerder. J'en suis pas fier, mais je suis obligé. Je me souviens quand j'étais un petit garçon. Quand j'avais peur, t'étais toujours là pour m'offrir du réconfort, toujours. Tu me prenais souvent dans tes bras, posais ma tête sur ta poitrine et me racontais des histoires. Tu me disais souvent que si je me montrais fort, des anges viendraient me chercher pour me faire survoler toute la surface de la terre. Tu me décrivais les anges avec de telle précision que je pouvais les visionner dans ma tête, dans ma minuscule tête de gosse ridicule. Tu me peignais souvent par des mots un cheval. Toujours le même, avec ses ailes enjolivées d'étoiles que je chevaucherais à ma guise. Mais maman, tout ce que je vois survoler la terre, c'est la peur. Et tu m'as raconté des salades, maman? Un jour, j'ai eu peur parce qu'il faisait noir. Je crois pas que ce soit le noir à proprement parler qui m'avait effrayé. Mais ce soir-là, la nuit était d'une noirceur hors pair. Les lucioles pouvaient à peine montrer leur lumière. Je sentais la viscosité du noir pétrifier l'innocence dont j'étais fait. Alors j'ai crié dans la nuit, une voix parmi d'autres. J'ai pleuré. Tu m'as alors pris dans tes bras comme une poule protégeant son poussin. Tu m'as fredonné une chanson et le sommeil m'a enseveli. Quand je me suis réveillé, il faisait déjà jour. La nuit n'était plus là. Il y avait un gros soleil jaune qui se montrait derrière les montagnes. Ce matin-là, j'avais déjà oublié que j'avais eu peur la veille. Mais toi, non. Tu me l'as rappelé. Mais tout ce qui me rassurait, ce n'était pas le beau soleil jaune, c'était ton sourire. Ce gros sourire innocent et vide. Mais maman, c'est différent. Le soleil est là, plus jaune et plus ardent, mais il fait encore noir. C'est la nuit qui règne. Je sens encore son épaisseur telle qu'elle était cette nuit-là. Alors maman... Tiens! Donnie est entrée avec la chaise et lui tend un café. Merci. Elle l'avait encore? Quoi? Le sourire. Elle n'a pas cessé de sourire. Je veux dire le grand sourire innocent et vide. Elle l'avait encore? Je ne sais pas si c'était innocent ou vide. Ah non? Non, mais elle avait le même. Ça tu peux pas le savoir parce que tu sais pas comment le décrire. Quelle importance? Je veux savoir si rien n'a changé. Quelle importance? C'est pour mon discours. Quel discours? Faut qu'il y ait un discours, non? Il n'est jamais trop tard pour bien dire. N'est-ce pas? On fera venir les voisins et les cousins. On organisera une petite collation, un hommage. Elle le mérite, non?
Il tire un papier de la poche de sa veste. C'est quoi ce papier? Le discours. Maman est partie avec les nuages. Non, pas son corps. Ce dernier, on l'a enfermé dans une boîte faite de planches vernies sur laquelle on a mis un couvercle. Mais maman me disait toujours que le corps, ce n'est pas le plus sérieux chez l'être humain. Ce qui importe le plus est invisible. C'est l'esprit. Bizarre. Pourquoi le plus important serait-il invisible? Elle avait cependant un argument solide que je sirotais à force de grandir. Elle me disait « Seulement 1/3 du monde est visible, et 1/3 de ce qui est visible est vraiment visible. 2/3 du monde sont invisibles, mais si l'on pouvait voir 1/3 des 2/3 invisibles, on verrait déjà plus que le tiers visible du monde. » À l'époque, je ne comprenais pas encore ce que cela voulait dire. En fait, je ne comprends toujours pas. Mais cela donne envie de siroter de temps à autre. Elle m'a dit que l'esprit constitue 2/3 de l'être, mais il est invisible. Le corps ne forme qu'1/3, mais ce qui importe vraiment du tiers qu'est le corps en représente moins d'1/3. C'est le souffle. C'est son souffle qui est parti dans les nuages avec le vent. Alors, à chaque fois que je sens le vent me frôler le corps, je sais qu'elle est là. Mais certains vents nous bousculent, d'autres tentent de nous basculer. Je sais que maman ne peut pas faire partie de ces vents qui bousculent et basculent les gens. Je ne fais plus confiance aux vents. Même les plus doux qui nous caressent la peau, même le plus discret des vents, je ne m'y fie plus. Pourquoi je ne m'y fie plus? De l'instinct? De l'instinct. Maman répondait souvent ainsi pour répondre au pourquoi des décisions ou jugements auxquels elle n'avait pas de réponse fondée. De l'instinct. Ce qu'elle appelait instinct à l'époque, c'est l'intuition que tout homme ou toute femme peut avoir. L'intuition que tel individu lui jouerait un mauvais tour. L'intuition que malheur va arriver à un proche. Je ne sais pas si maman connaissait le mot intuition, mais même si elle le connaissait, elle se pencherait sûrement de préférence vers le mot instinct. Pour maman, avoir de l'instinct signifiait avoir un nom naturel de pressentir les choses qui vont arriver dans un futur proche, même si le futur n'est jamais trop proche pour que l'instinct ne se trompe. Mais il y a 2 choses sur lesquelles l'instinct ne s'est jamais trompé. Que j'allais avoir peur et qu'elle allait avoir besoin de courage. Tiens bon, maman. Bravo! Bravo! Beau discours! Ben voilà, tu viens de le faire, ton discours. Il ne nous reste qu'à réunir les voisins, les cousins, tous vêtus de noir et de blanc, une petite collation. Quel voisin? Quel cousin? Personne ne viendra. Pourquoi pas? Sérieusement? Viens, Elle le fait regarder à travers la fenêtre. regarde. Sérieusement? Mais c'est atroce. Mais c'est affreux. Je ne te le fais pas dire. C'étaient eux, les voisins. Ils ne sont plus là. Les maisons ont été incendiées. C'était dans l'après-midi du 13 novembre. Ça pourrait être semblable aux autres après-midi. C'était sur le point d'être semblable à eux. Les gens s'asseyaient pêle-mêle dans les corridors, musique lourde et éclats de rire par-ci et par-là. Les mauvaises blagues sur les femmes. Tu sais, il faut qu'il y en ait toujours de la mauvaise blague sur les femmes. Les enfants jouaient entre eux, comme cela se faisait toujours. Et là, on a vu un officiel arriver. Voiture officielle, policier et tout le tralala officiel. Des hommes lourdement armés sont descendus d'une des voitures et cela se mettait à péter partout. Ça, tu peux pas comprendre. Je me suis précipitée dans la maison, sous le lit. T'as entendu? Quoi? Comment quoi? Quoi? Un coup de feu, t'as pas entendu? Oui, et alors? Un coup de feu, ça t'inquiète pas? C'est ce qui nous fait dormir ici. Oh la vache! Lève-toi. Quelqu'un doit être en train d'essayer son pistolet. Alors c'est comme ça tous les jours? Non. Aujourd'hui, c'est calme. Alors, tu comprends pourquoi personne ne viendra? Personne ne vient à la Saline. Tu comprends? Quand tu vis ici, tu n'es personne. Personne n'a envie de visiter un lieu où personne n'habite. C'est la mort ici. Tu comprends? Personne ne visite la mort.
Quand tu vis ici, t'es mort en vacances. Les voisins, si seulement ils étaient encore là. Qu'est-ce que tu es venu foutre ici avec ton parfum qui sent bon et ton accent hybride? Maman est là, au repos. Elle n'emmerde personne. Pourquoi tu es venu ici avec ta tête d'emmerdeur? Elle se repose ici depuis 428 jours. 428. Oui, je compte les jours, Sanson. Je les compte tous. Tu penses que c'est facile de vivre avec le corps de ta maman juste dans la pièce d'à côté de ta chambre? Tu peux pas savoir. Tu vis de l'autre côté de l'Atlantique, loin de ce petit coin de Port-au-Prince où personne ne vient. Moi, je porte l'Atlantique dans mes yeux. Tu peux pas savoir. T'étais pas obligé de l'enterrer ici. Écoute-toi. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Joël, tu l'as pas connu. T'as vu les maisons incendiées? Celle qui n'était pas totalement brûlée, c'était celle de Joël. Bon chrétien vivant. On l'aimait, Joël. Alors, quand cela se mettait à péter partout, Joël était seul chez lui. On ne sait pourquoi, mais il a essayé de se sauver par une fenêtre, alors que ça pétait encore dehors. Il a failli réussir. 2 balles l'ont poignardé dans le dos. Elles ne sont pas sorties. Puis on a mis du feu à la maison et aux autres maisons autour. Tu peux pas savoir. Les mène est brûlée vive à l'intérieur. Des cris par-ci, des cris par-là. Juste comme ça. Les salons funéraires ne voulaient pas se rendre ici. Les ambulances non plus. Les corps commençaient à décomposer. 4 jours suivis de coups de feu et d'incendies. 4 jours à se demander si c'est l'apocalypse. Alors chacun faisait ce qu'il pouvait de son mort. Des morts sans famille sont restés à même le sol. Ce n'est pas une histoire de roman que je te raconte. Ce n'est pas l'imagination d'un auteur dérangé que j'étale ici, Sanson. Tu peux pas savoir. Ça puait partout. Seuls les chiens et les cochons avaient la décence de nous débarrasser de certains cadavres. Joël, on voulait lui organiser des funérailles. Ses 2 fils l'ont enveloppé dans un drap blanc et sont sortis en braves hommes pour aller le mettre dans un trou. Juste dans un trou. Pas au cimetière, pas dans une tombe non plus, juste dans un trou quelque part, parce qu'il commençait à puer. Au bout d'un instant, c'était 3 cadavres allongés et qui s'évaporaient sous des flammes. Tu penses vraiment que je n'étais pas obligée d'enterrer maman dans la chambre? Je ne savais pas. Non. Nous sommes ici prisonniers. Nous sommes rayés de la liste des médias et des discours politiques. Qui sommes-nous? Personne. Et quand cela arrive qu'on quitte cet endroit pour se rendre dans un autre quartier, tu ne dis pas que tu viens de la Saline. Non. Sinon tout le monde te regarde par-dessus les épaules. C'est comme si c'était toi qui as massacré tes proches. Comme si c'était toi le bourreau. Personne ne vient ici. Et surtout, quand tu rencontres quelqu'un quelque part, tu ne lui dis pas que tu viens de la Saline. Ça, tu le gardes pour toi, comme ta douleur. Ainsi, tu gardes tes problèmes pour toi. Personne n'a envie de t'entendre parler de tes voisins mangés par des chiens et des cochons. Personne n'a envie que tu lui racontes des histoires, parce que tu viens de la Saline. Étiquetage. Pardon? Ça s'appelle étiquetage. On te colle une étiquette dessus. Comme ça, quand on te voit, c'est pas un être humain que l'on voit, c'est une étiquette. Ton étiquette à toi, c'est ton parfum qui sent bon et ton accent hybride? Accent hybride? Oui, je veux dire mi-haïtien, mi-européen. Alors c'est comme ça que tu le décris? J'ai même pas d'accent. En plus, non, mon étiquette c'est ça. Ton passeport? Ma nationalité. Je comprends. Non, tu peux pas savoir. T'as jamais été ailleurs. Je veux dire en dehors de ce pays. Tu peux pas savoir, Denis. Attends, t'as piqué ma formule là. Tu peux pas savoir. C'est ce que je dis, c'est ma formule. T'entends? Alors t'es prêt à aller manifester dehors sous des balles? On est pris au piège ici. Tu ne comprends donc rien. Après le massacre, le gang officiel a finalement pris le contrôle de la zone. Tu comprends donc rien? Pourquoi n'utilisez-vous donc pas les réseaux sociaux pour raconter ce qui se passe encore ici? Voilà qui est une idée géniale. Comment penses-tu que je peux faire? Faire une publication sur Facebook et dire « Je m'appelle Denis, je vis à la Saline, le quartier est encore sous le contrôle des bandits. » Tu veux que je fasse ça? Tu comprends rien.
On n'existe pas. Quand tu fais une publication en rapport avec la Saline et tu dis que tu y habites, on te retire vite de leur liste d'amis. Personne n'a besoin d'un espion sur sa page. C'est comme ça qu'on nous voit. Il ne peut pas y avoir d'innocents à la Saline. Si on se plaint de quelque chose, c'est sûrement un piège. Alors oui, nous vivons ça comme ça. On est les voix qui crient dans le désert. Ouf, j'ai soif. Elle sort chercher de l'eau. Crier dans le désert. Son son s'assied devant la croix. Maman, je sais que ce n'est pas ce qui était convenu, mais je sais qu'il n'y a rien que l'on ne puisse pas dire à la mort. Alors laisse-moi te dire que j'ai peur. Comment supporter entendre des voix de ceux qui crient quand on ne peut rien faire pour eux? Maman, je sais que tu m'as toujours dit qu'il me faut du courage. Tu voulais me voir brave, voire téméraire. Un homme, ça se montre brave et courageux, m'as-tu toujours dit. Mais toi, maman, tout en n'ayant pas été un homme, je n'ai jamais vu d'homme plus brave que toi. Avais-tu jamais, une fois, eu peur de toute ta vie? Avais-tu jamais ressenti la vie devenue trop lourde à supporter? Ton sourire me manque, maman. Parfois, tu souriais comme pour te moquer de la vie. Ça, je ne le voyais pas avant. Mais j'ai toujours gardé ton sourire dans ma tête. Et j'ai aussi conservé les contextes dans lesquels tu souriais. Certaines fois, maman, tu souriais pour te moquer de l'existence. Je peux au moins le réaliser maintenant. La semaine dernière, j'ai entendu à la radio un bilan partiel de réfugiés retrouvés dans la Méditerranée. Ils ont insisté sur le mot « partiel ». De ces réfugiés, c'est la partie la plus insignifiante qu'on a rattrapée. Leur corps privé de souffle, privé de vie, privé de douleur. Maman, je te parle des milliers, tout partiel soit le bilan. Ce sont des milliers, maman. Des milliers de têtes, des milliers de cœurs, des milliers de poumons, de foie, de reins et d'esprit, maman. Sourirais-tu en entendant cela? Peut-être, peut-être pas. Ces gens-là ne voulaient pas plus qu'une vie décente, tu comprends, maman? Un endroit où ils peuvent respirer, manger, boire et écouter de la musique comme tout humain devrait le faire. Ils ne voulaient pas plus que ce que tu voulais m'offrir. Une vie, maman. Ces gens-là ne cherchaient qu'une vie là où ils croyaient pouvoir en trouver une. Mais tout ce qu'ils ont trouvé, maman, c'est la mort. Quand tous ces gens en quête de vie trouvent la mort, comment veux-tu que je n'ai pas peur? Oui, je sais. Je sais. Tu peux bien me demander ce que j'ai à foutre de la Méditerranée et des gens qui y meurent. Mais je sais au fond que tu n'es pas indifférente face à ces dérives humaines. Et tu sais bien que je suis bien obligé car la douleur n'a pas de patrie. Elle habite toute âme ouverte sur l'humanité. Du courage. C'est ce que tu me disais toujours. Maman, j'ai attendu longtemps le cheval aux ailes étoilées que je pourrais chevaucher comme bon me semble. Je volterai la Méditerranée et volerai en aide à ces naufragés, eux qui n'ont pas le pouvoir de voler en avion comme le font les autres. Je volterai la Saline et y sèmerai de la paix, ou encore je pousserai ceux qui peuvent agir à agir. Mais non, maman, le monde n'est pas un conte de fées, c'est un drame regrettable, une invraisemblance. T'as entendu, maman? Ici, on crie dans le désert. T'as entendu, maman? Dans la Méditerranée, à Gaza, à la Saline, il y a des voix qui crient dans le désert. Des voix que personne n'entend. En tout cas, personne de ceux qui pourraient changer les choses. Je sais que je suis venu pour un hommage. Je sais que je ne devrais pas t'emmerder avec mes troubles, mais il faut que je te dise, maman. Je me rappelle quand tu étais là pour tout m'expliquer. Quand tu étais là pour me faire comprendre que le monde était beau et bon. À l'époque, j'avais Louis borné à la limite de ta volonté. Et tu ne voulais pas que j'entende des horreurs. Mais j'ai malheureusement grandi, maman. Maintenant, il n'y a plus de lisière entre mes oreilles et les atrocités de la vie. J'entends tous les bruits que le vent apporte, qu'ils soient un cri de joie ou de souffrance, d'alarme ou de soulagement. Tu n'es plus là pour me protéger, maman. Je sais que je suis ici pour te rendre hommage. Mais avant l'hommage, laisse-moi te dire que le monde que tu m'as décrit n'existe pas, maman.
Donnie entre avec un verre d'eau. Qu'est-ce que tu fais? Je lui parle. Elle ne va pas répondre. Comment tu le sais? Tu penses que je ne lui parle jamais? Je lui parle souvent, mais jamais elle ne répond. Je sais que c'est logiquement impossible qu'elle me parle, mais je voudrais que quelque chose d'illogique se produise juste pour un instant. Même si elle pouvait répondre, nous ne l'aurions pas entendue. Elle est sous terre et dans un cercueil. Sous terre, oui, mais pas dans un cercueil. Mais comment ça? Je t'ai envoyé de l'argent pour le cercueil. L'argent que je n'ai pu recevoir qu'après 8 jours. Alors tu en as fait quoi? À ton avis? Tu l'as dépensé alors? Logique, n'est-ce pas? Alors tu l'as mise sous terre comme ça? Enveloppé dans un drap blanc. Un beau drap blanc. C'est tout ce que j'ai pu faire. Elle n'a même pas eu le temps de dire un dernier mot. Le dernier mot, je croyais que tu t'en foutais. Puisque tout s'est passé comme si c'était dans un film, elle pouvait bien dire un dernier mot comme dans les films. Ils étaient en moi. Quoi? Qui? Qui? J'étais sous le lit. Je m'y cachais quand j'ai senti quelqu'un me saisir à la cheville. Je croyais que c'était maman. Mais cette main ne pouvait pas être la sienne. Alors je m'étais dit qu'ils allaient me tuer. J'ai résisté, mais il a fini par me tirer du dessous du lit. Un rire moqueur. Ce genre de rire qui te dit « Tu n'es rien ». L'autre me tenait les 2 bras et les croisait par-dessus de ma tête. J'étais allongée sur le sol malgré moi. J'ai entendu ma culotte déchirée, puis la petite robe que je portais. Ils n'ont pas cessé de rigoler. Ils rigolaient et rigolaient. Ils n'étaient même pas stressés. Ils n'étaient pas pressés. Ils avaient tout leur temps. J'ai encore essayé de résister. Je criais fort, mais personne ne m'entendait. Je criais dans le désert. Il était en moi, le gros cochon. Je criais encore et encore. Ils rigolaient. Puis ils ont échangé de rôle. Je criais encore. Puis ils m'ont dit de crier plus fort, qu'ils aimaient les crier et que cela les excitait. Alors je me suis tue. Celui qui était en train de me violer s'est énervé de mon silence. Il m'a ordonné de recommencer à crier. J'ai ri. Puis je lui ai regardé droit dans les yeux. « Pute, je t'ordonne de gémir », m'a-t-il dit. Puis j'ai éclaté de rire. Un faux rire. Je ne voulais plus vivre. Alors j'ai transformé ma rage et mon indignation en rire juste pour les énerver. Quand il m'a demandé pourquoi j'arrêtais de crier, je lui ai dit parce qu'il ne l'avait fait pas assez bien. Je voulais mourir. Je voulais qu'il me tue sur le champ. Alors il était énervé, me traitait de pute. Il s'est levé, a pris son revolver pour me buter, mais l'autre lui a dit que j'étais folle, que je n'avais pas toute ma tête, qu'il devait me laisser vivre avec ça. Ils s'en sont allés. Mais je vis avec rien. Je meurs avec. Je meurs en petit feu. Je meurs à compte-gouttes. Quand je suis sortie, maman était dehors, juste devant la maison, allongée, une balle à la nuque. Je l'ai prise dans mes bras. Je voulais qu'elle parle. Elle était déjà morte. Je lui ai parlé quand même. Je lui ai dit « Tiens bon, maman ». Je lui ai demandé de rester avec moi, mais elle n'a pas répondu. Extrait lu par Benjamin Duc. Sylvain Santin. Anne-Juliette Vassor. Texte en cours, les bulles sonores. Bonjour, c'est Texte en cours en numérique. Texte en cours, c'est aussi faire entendre des voix issues de la francophonie, des voix francophones qui ne sont pas d'Europe. C'est pourquoi nous sommes très heureux d'accueillir Atek, l'auteur haïtien Erikson Jeudi, pour sa pièce « Crier dans le désert ». Pourquoi as-tu écrit « Crier dans le désert » Erikson ? Bonjour Lionel. Pourquoi j'ai écrit Crier dans le désert? Ben voilà, pour crier.
comme son nom l'indique, c'est un cri. C'est crier au scandale, c'est dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui est en train de se normaliser. Et ce quelque chose, c'est la terreur, c'est l'injustice. Et c'est une pièce écrite sur un fait connu, c'est le massacre de La Saline, massacre perpétré en novembre 2018, massacre qui a été reconnu comme massacre d'État. Et voilà, il y a tout ça. Et voilà, c'est un cri de dire aux autres qu'ici en Haïti, quelque chose est en train de se produire, quelque chose d'anormal et quelque chose de terrifiant, mais de dire aussi à mes compatriotes, voilà, il faut regarder la réalité en face, il faut dire que ça ne va pas, il faut dire que c'est inacceptable. Peux-tu nous dire ce que ta pièce raconte et qui sont les deux personnages qui se trouvent dans ta pièce ? Bon, ma pièce, elle parle d'un événement, c'est le massacre de La Saline. Massacre qui a été perpétré à Port-au-Prince en 2018, qui a été qualifié et reconnu de massacre d'État. Et ça parle de personnes tuées, de maisons incendiées, de corps retrouvés dans la rue, de corps mangés par les porcs. Ça parle de tout ça. Ça parle aussi ça met en scène, en tout cas, un dialogue entre deux personnages. Sanson et Nouni, frères et sœurs, dont la mère a été tuée lors de ce massacre. Ça parle aussi du viol qu'a subi Nouni et de ce geste qu'elle a posé quand elle a décidé d'enterrer sa mère à l'intérieur de la maison, juste dans une pièce et à côté de la sienne, pour que les bandits ne brûlent pas le corps de la mère. Donc, il y a Sanson qui est revenu de Paris, là où il faisait ses études. Voilà, il essaie tout justement de comprendre ce qui s'est passé, il questionne. Et c'est cette histoire qui est au cœur de cette pièce. Voilà. Dans notre discussion, avant cette interview, tu m'as dit être un écrivain morcelé et survivant. Qu'est-ce que tu voulais dire par là ? Quand je me décris en tant que survivant, je ne crois pas que ce soit une réalité qui m'est personnelle. C'est une réalité collective de tous ceux ou de toute sa classe. On est dans la survie que je décris comme cette lutte et pour ne pas se laisser abattre par la terreur, par l'injustice. Il y a cette lutte et cette résistance qu'on fait au jour le jour, et c'est ce que j'appelle la survie. Et pour ne pas se laisser abattre par cette politique anthropophage. Et quand je dis que je suis morcelé, ça explique bien qu'il y a des parties de moi qui ne sont plus miennes. Et il y a des parties de moi qui sont habitées par la douleur, et il y a des parties de moi qui sont habitées par la tristesse, et aussi il y a des parties de moi qui ne sont plus là. Et j'ai perdu mon père et je crois qu'il y a une partie de moi qui est partie voilà, avec lui. C'est ce que je veux dire quand je dis que je suis morcelé. Tu m'as dit aussi, Erickson, que dans les pièces haïtiennes, il y a quasiment toujours un bruit de vaudou et de résistance. Te décrirais-tu aujourd'hui comme seulement un écrivain de l'imaginaire et de l'histoire, lointaine et contemporaine d'Haïti ? Je suis haïtien, je vis en Haïti. Je vis dans l'imaginaire haïtien, cet imaginaire qui est foncièrement vaudou. Voilà, j'écris de ce lieu, j'écris du lieu vaudou, mais j'écris aussi sur d'autres faits, sur d'autres lieux, comme j'écris dans ma pièce, il y a la Méditerranée, il y a la Syrie, il y a Saint-Denis, la réalité de cette famille syrienne qui s'y trouve, il y a autre chose. Mais pour moi, c'est quelque chose d'identitaire et c'est aussi quelque chose, disons, c'est quelque chose de résistance. C'est la résistance
Et pour moi, quand il faut parler de la mort, il faut évidemment parler du Baron Samedi, ce patron des morts, ce maître des cimetières. Voilà, c'est là, j'écris sur le vaudou. Voilà, c'est ça. Je reprends tes mots, Erikson. Crier dans le désert, ta pièce, pour toi, c'est le cri qui dit qu'il y a une urgence, qu'il y a quelque chose qui est en train de se normaliser dans ton pays et qui n'est pas normal. Le théâtre, est-ce pour toi le lieu où peut se préparer toute révolte des opprimés contre les injustices ? Pour moi, la littérature, déjà, c'est de la résistance. Et écrire, c'est un acte de résistance. Mais il y a quelque chose de particulier dans le théâtre, c'est la manière dont l'auteur distribue sa parole entre les personnages. Et je crois que c'est quelque chose de très important. Et la parole qui est dans le théâtre, c'est une parole qui est appelée à être vivante. Donc, c'est-à-dire, c'est une parole qui est appelée à être mise en scène et qui sera interprétée par un acteur ou une actrice. Et c'est déjà cette forme de vie, c'est déjà cette forme de résistance. Et je crois que oui, dans le théâtre, ça offre un lieu de préparation de révolte, mais aussi c'est un lieu d'expression de cette préparation, d'expression de cette révolte anticipée. Et donc, je crois que oui, évidemment, c'est le lieu où on peut dire oui et où on peut trouver une personne, un acteur ou une actrice qui va porter ce nom qu'on dit, qui va porter ce oui qu'on dit. Quelque chose m'a frappé avant cette interview. Tu m'as dit vouloir dire la vérité avec la juste mesure de ton âme sans détruire cette dernière. Tu m'as dit vouloir écrire une douleur insupportable. Comment y arrives-tu, Erikson ? Bon, je n'ai pas de formule magique, voilà, mais tout simplement, j'essaie de faire l'équilibre entre la distance et la proximité. Et je suis proche de la réalité, je vis la réalité, mais je prends aussi mes distances par rapport à cette réalité atroce quand je l'écris. Donc pour moi, c'est ça, il faut se lire quand on écrit. Et il faut lire pour voir est-ce que ce qu'on écrit est supportable. Et c'est aussi l'équilibre entre la fidélité et la transformation de la réalité et des sentiments. Je reste fidèle à mes sentiments, à mes émotions, à ce que je ressens, à ce que je vis, mais aussi j'essaie de les transformer, ces émotions, ces sentiments en quelque chose de supportable. Donc je crois que c'est ce que je fais, je me relis, je prends mes distances, je dépose le texte, voilà, il y a tout ça. C'est en réalité ça, j'ai pas de formule magique comme je viens de le dire. Merci à toi Lionel, merci à toute l'équipe de Texte en cours. Au revoir. C'était Erikson Jeudi et son texte Crier dans le désert, dans les bulles sonores de Texte en cours, édition 2020. Une initiative de l'équipe de Texte en cours, Lionel Navarro, Sylvain Santin, Gabriel Bail. Merci à l'équipe de Salut Internet à la technique, réalisation et montage, Cristobal Desconnet et Adrien Rennes. Merci à l'équipe de lecture, Cyril Amiot, Hélène Debissy, Benjamin Duc, Mathilde Jaillette, Dag Jeanneret, Sylvain Santin, Anne-Juliette Vassor et Marie Vire. Merci à la maison Antoine Vitesse et à Five Tons. Merci à la ville de Montpellier et à Montpellier Méditerranée Métropole pour leur soutien. Et merci à Bella Xoupon et la Baignoire, ainsi qu'à Gildas Milin et Mustapha Twil de l'ANSA de Montpellier et Émilie Chomel du Hangar Théâtre pour leur accompagnement dans l'enregistrement de ces bulles.